Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de webinaires consacrée à la RRE 2020 et organisée par les équipes de GRDF. Très heureux d'animer ce webinaire car aujourd'hui, on vous propose de faire le grand saut vers l'hybride. Le temps que les quelques 840 inscrits se connectent ou que vous alliez chercher une bouteille d'eau en cette journée de forte canicule, je vous rappelle que oui, la présentation vous sera envoyée. Oui, vous pouvez regarder ce webinaire en replay pendant vos vacances puisque ce dernier est enregistré. Et oui, posez toutes vos questions dans le chat. Nous y répondrons soit en direct, soit via une foire à questions qui vous sera envoyée en même temps que le lien du replay. Cela n'aura échappé à personne, malgré un marché de la construction neuve atone depuis plus de 2 ans. L'entrée en vigueur des seuils 2025 de la réglementation environnementale est une réalité depuis le 1er janvier. Et leur incidence n'est pas neutre, puisqu'il marque une rupture majeure sur l'indicateur carbone-énergie. La contrainte se renforce fortement, puisqu'on doit diviser par 2 en moyenne les émissions de gaz à effet de serre sur ce poste. Fort d'innovation et d'intelligence technique, pour répondre aux enjeux réglementaires et climatiques, l'énergie gaz n'a pas dit son dernier mot, puisqu'en attendant la reconnaissance des gaz verts, on y travaille, je vous rassure. Les équipes de GRDF et de CGBAT vous proposent de faire le pari de la mixité énergétique en hybridant l'énergie gaz avec une énergie renouvelable, la pompe à chaleur étant l'association la plus connue. L'hybride, on vous en parle depuis quelques années, on vous en parle d'ailleurs au quotidien et on va continuer à vous en parler aujourd'hui puisqu'il est venu le moment de vous présenter le programme. Vous le verrez, plusieurs sujets sont traités pour continuer à vous partager notre expérience et notre expertise. Donc, on fera tout d'abord un tour d'actualité sur les solutions hybrides individuelles, puisqu'on vous a beaucoup parlé d'hybride collectif, mais là, on parlera d'hybride individuel. On fera un retour sur l'Observatoire des coûts sur les systèmes énergétiques avec CGBAT, un témoignage et illustration sur une opération dans l'ouest de la France, un retour sur les premières instrumentations, puisqu'on a déjà des solutions hybrides qui tournent en France et qui sont instrumentées. La question de la maintenance est souvent posée, donc on y reviendra avec notre experte Stéphanie. On fera aussi une projection vers l'avenir en vous présentant la roadmap des solutions 2020-2050 et enfin on traitera vos questions et réponses. Et pour couvrir tous ces sujets passionnants, je serai accompagné d'un casting de choc. Nous aurons Gaëtan Quesnel, chef de marché logement social. Bonjour Gaëtan. Nous aurons Séverine Delaunay chez Vaillant Group. Bonjour Séverine. Bonjour. Nous aurons Vincent Lallemand de chez CGBAT, responsable d'efficacité énergétique. Bonjour Vincent. Bonjour. Nous aurons Stéphanie Quadrieux, donc en charge au pôle marketing produit des solutions individuelles au gaz, qui nous parlera donc maintenance. Nous avons bonjour Stéphanie. Nous avons Frédéric Ledivenat du bureau d'études Énergis. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Bonjour. Et nous avons donc Juliette Biget de Nexity. Bonjour. Bonjour, c'est Juliette. Sans aucune transition, on va rentrer dans le vif du sujet avec toi, Vincent. Tu as souhaité nous partager les conclusions de l'étude sur les solutions individuelles répondant aux exigences des seuils 2025 que vous avez réalisé avec le bureau d'études ETC sur la partie réglementaire et l'économiste de la construction AMOP. J'en profite d'ailleurs pour les saluer car je sais qu'ils sont parmi nous ce matin. Alors Vincent, on le voit à l'écran. Vous avez travaillé sur 4 typologies de bâtiments différentes, toutes inférieures ou égales à 30 logements, et pour lesquelles la répartition des T1, T2, T3, T4 varie. Vous voyez les différentes répartitions en fonction des bâtiments. Je vous laisse également, cher public, prendre connaissance des premières caractéristiques de chaque bâtiment, en vous précisant que les positionnements ont été étudiés sur les 3 zones climatiques que vous voyez à l'écran, H1A, H2B et H3. Et enfin, de vous rappeler l'objectif de cette étude, il était clair et affirmé, trouver l'optimum technico-économique bâti système sur ces solutions individuelles. S'agissant des solutions techniques étudiées, l'idée était de comparer les solutions individuelles hybrides gaz avec la solution électrique effet Joule plus ballon thermodynamique. Mais vous avez également testé côté CGBAT la solution semi-collective avec la variante chaudière partagée par palier et chauffe-eau thermo individuel pour la production de CS. Les bases étant posées, regardons ensemble les résultats et on commence, Vincent, avec toi par le bâtiment 9 logements.
Donc bonjour à tous. Donc oui, effectivement, on commence par ce bâtiment de loft logement. Chacun des bâtiments est différent. On a aussi étudié, on le verra, l'impact de l'ascenseur et des parkings sur les positionnements technico-économiques. Et donc là, sur ce premier bâtiment de 9 logements, on peut voir donc sur les graphes qui sont à votre droite, la partie bleue sont les solutions gaz et la partie grise est l'effet Joule. Sur les zones H1A, on voit qu'il y a un vrai avantage compétitif de l'hybride, des solutions hybrides sur le coût global par logement. On est bien sur un coût global qui englobe le bâti plus le système. Puisque donc sur les solutions gaz, on est sur des bio qui vont aller de moins 7% à moins 14%. Donc en termes de renforcement, on est sur de la production standard de ce qu'on peut constater aujourd'hui dans l'Observatoire RE 2020. On n'a pas de rupture technologique pour arriver à ces bio. Et pour les solutions électriques, là, on est obligé vraiment d'aller chercher des renforts de bâtiments un peu plus importants, de moins 23% à moins 27%, pour faire passer les solutions. Donc en zone H1A, on a un écart de 2% qui correspond à peu près à 2 500 euros en faveur des solutions hybrides individuelles. Et en solution H3, du fait des besoins de chauffage qui diminuent, on se rend compte que là, l'effet Joule plus CET peut être une solution intéressante, mais à voir en fonction des renforcements de Bébio qui vont pouvoir être demandés et ce qui va être possible de faire aussi. Du coup, on reprécise les solutions gaz testées. Voilà, on a plusieurs variantes. La base, c'est une chaudière à très haute performance énergétique et on fait varier soit avec un CET, un chauffe-eau thermodynamique électrique, soit avec un chauffe-eau thermodynamique à point gaz, soit un chauffe-eau thermodynamique à point gaz sur air extrait. Voilà les trois variantes en plus de la chaudière partagée. Oui. Merci beaucoup, Vincent. Donc là, on cale vraiment le niveau de Bébio et après, on regarde l'impact financier. On est bien d'accord. Oui, et donc tous les chiffrages solutions ont été chiffrés avec les fabricants et le bureau d'études, et toute la partie bâtie a été chiffrée par l'économiste. Très Et bien. donc on est vraiment sur des cas concrets dont on avait les vrais prix. Exactement. Donc là, on a fait le bâtiment 9 logements. Si maintenant on passe au bâtiment 15 logements, même exercice, même conclusion, Vincent, regarde ça avec toi. Oui, sur le bâtiment 15 logements, cette fois, on a la présence d'un ascenseur. On le verra dans les conclusions qui peut avoir un impact. On est à peu près sur les mêmes conclusions. Sur les solutions hybrides gaz, on est sur un renforcement de Bébio de moins 18%. Là aussi, sur les solutions électriques effet Joule, là, on commence à aller chercher des Bébio qui sont assez difficiles à atteindre, où il va falloir jouer sur la présence de rupteurs, il va falloir jouer sur la perméa, il va falloir jouer sur plein de paramètres qui vont rendre peut-être la solution un peu plus compliquée à mettre en œuvre. Donc, au niveau de la zone H1 à H2B, on voit que les solutions gaz sortent en optimum technico-économique. Et en zone H3, FJOL plus CET se positionne assez bien. Et toujours le positionnement de cette chaudière THPE partagée qui se positionne bien. Donc, en fait, on a une chaudière individuelle sur le palier qui fait le chauffage pour l'ensemble des logements. Et dans chaque logement, ensuite, on va avoir un chauffe-eau thermodynamique individuel pour l'eau chaude sanitaire. Ça, c'est une vraie rupture finalement dans les pratiques. C'est vrai qu'on a travaillé cette solution semi-collective pour voir sa pertinence, puisque les besoins en chauffage sont quand même beaucoup plus faibles qu'auparavant, et il y avait toute une pertinence de mettre cette solution au catalogue de l'étude. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, on vous a mis aussi le visuel du bâtiment pour que vous puissiez aussi vous imaginer, vous voyager dans ce bâtiment pour voir un petit peu ses configurations. Même logique avec toi, Vincent, on passe sur le 20 logements et vous voyez une typologie de bâtiment très particulière puisque on est sur un bâtiment très allongé, pas très compact. Vincent, c'est à toi. Oui, et donc on voit bien l'impact finalement de ce bâtiment qui a cette fois une typologie différente. Là, on n'a plus d'ascenseur. Mais du fait de la typologie, on se retrouve sur des coûts par logement par rapport au logement précédent qui augmentent, puisque là on est autour de 140 000 euros par logement en bâti système, avec un écart qu'on retrouve toujours sur la zone H1A, cette fois en faveur de l'effet Joule. On est à peu près à 1%, mais la solution est compétitive avec les solutions chaudière plus CET. On est sur des écarts de prix qui sont de quelques centaines d'euros. Même conclusion sur H2B. Et puis en zone H3, là cette fois on voit que la solution effet Joule se positionne pas très bien par rapport aux deux configurations qu'on a vues précédemment. Donc, on voit que chaque configuration est quand même unique et chaque projet va demander une étude particulière. Ça, je pense qu'il faut bien le retenir. Ouais, chaque cas est unique, donc tester un petit peu les solutions hybrides gaz et concurrentes pour voir un peu comment ça se positionne. Et enfin, on a continué avec un 31 logements. Et vous avez Donc les 31 résultats. logements. Voilà, c'était pour. Donc là, on est sur un bâtiment en R+4, plutôt un peu plus compact. Là, c'était pour vraiment pousser le scénario jusqu'au bout, voir si cette typologie-là pouvait encore passer en chauffage individuel et est-ce qu'il y avait un intérêt à le faire. Donc là, on voit que sur les conclusions, les solutions THPE, enfin chaudières, sont compétitives avec l'effet Joule sur la zone H1A, en zone H2B et H3.
l'effet Joule sort un peu plus compétitif, mais on retrouve toujours cette chaudière THPE partagée avec un CET individuel. Et on est sur des efforts sur le BBO qui sont de -7 à -16%, toujours dans la production standard pour les solutions hybrides, à -20 à -25% sur la solution effet Joule. Et puis on le voit peut-être sur cette typologie de bâtiment, peut-être qu'il est préférable d'un point de vue économique de passer sur une solution collective à 100%. Après, ça dépend des tendances régionales. C'est vrai que parfois, les personnes veulent avoir des solutions individuelles, quel que soit le nombre de logements. Moralité, Vincent, quels sont les messages essentiels qu'on doit retenir? Quels sont les grands enseignements de cette étude? Alors, on a fait une slide assez dense, comme vous allez récupérer la présentation, vous pourrez regarder tout ça à tête reposée, mais si on se concentre sur les titres clés, messages clés, Vincent. C'est vrai, on l'a vu, hein, chaque configuration est un peu unique. Ça va dépendre du nombre de logements, ça va dépendre de la présence ou non d'un ascenseur, des parkings, la zone climatique. On va aussi avoir, en fonction des surfaces de CHAB, des modulations différentes qui vont s'appliquer. Donc vraiment, chaque cas va être unique. Et ce qu'on constate en tout cas, c'est que la compétitivité des solutions hybrides en individuel, elle est confirmée. On est sur un coût de construction moyen d'environ 2000 € par mètre carré de CHAB. Et voilà, enfin, on l'a vu, hein, en fonction des typologies, des zones climatiques, les solutions gaz ont leur place. Au niveau de la diversité des systèmes, les solutions hybrides, on voit elles permettent de se différencier. On a des faibles écarts entre les différents scénarios. Donc finalement, il va pouvoir y avoir plusieurs critères pour vous, maître d'ouvrage. Ça va être en fonction de votre positionnement marketing, du contexte du territoire, des attentes de l'élu, du bailleur, de l'habitant. Toutes ces solutions-là vont permettre de se différencier et les solutions gaz hybrides sont bien compétitives sur ces zones. Et on voyait sur le 20 logements, finalement, c'était tout à fait cohérent d'avoir une solution gaz puisqu'elle sortait bien, puisqu'il y avait une typologie particulière. Et même en H3, c'était l'optimum technico-économique. Alors, on précise bien que c'est en coût d'investissement et on n'est pas en coût global. Après, sur la facture, on en parlera. Voilà, il n'y a pas de différence notable. En tout cas, voilà, c'est compétitif en coût global. Vincent, je te laisse poursuivre. Oui, après, toujours le même, la promesse client quand on part sur des solutions gaz hybrides, c'est une ECS disponible à volonté, puis un chauffage vectoraux qui est toujours apprécié par les occupants. Et puis, comme toujours, hein, le fait d'avoir la bi-énergie, ça permet d'avoir le choix de ces énergies, puisque sur la fluctuation des prix des énergies à l'avenir, le fait de conserver les deux est un avantage. Enfin, on le voit sur la solution qu'on a regardée, semi-collective, cette solution-là, finalement, le fait d'avoir qu'une seule chaudière pour l'ensemble des logements et puis ensuite des CET, elle a un peu une approche bas carbone, low-tech, ça va permettre aussi de baisser le coût de lycée construction qu'on n'a pas évoqué non plus dans cette étude, puisqu'on a par manque de temps. Merci beaucoup, Vincent. On a parlé un peu d'autres enseignements de cette étude, puisque, pardon, il y a une dernière slide sur les grands messages, et puis après, on parlera d'une variante qu'on a regardée. Vincent, je te laisse la parole. Oui, donc on l'a vu, pour faire passer les solutions hybrides individuelles, on est sur des BBO, des efforts BBO de -7 à -18%. Donc on est sur de la production standard, hein. Aujourd'hui, c'est les niveaux qu'on retrouve à peu près partout. Et puis au niveau de la compétitivité, la solution est intéressante. Il n'y a pas d'unité extérieure, elle se positionne assez bien. Donc ces solutions-là, c'est intéressant. Et pour rendre l'effet Joule conforme, on l'a vu, on peut aller sur des renforcements de BBO qui commencent à être importants, de -18 à -35%. Quand on est sur ces niveaux-là, on doit aller toucher des paramètres qui peuvent être compliqués à mettre en œuvre sur la mise en place de rupteurs, de planels, des perméas qu'on descend. Donc on peut prendre peut-être un risque ensuite au niveau du contrôle sur la qualité de la mise en place. Donc voilà, l'enseignement sur ces solutions-là. Et surtout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à deux variantes, à savoir la présence d'ascenseurs et de parking. Ça peut impacter le CEP-NR et du coup, ça peut complexifier les solutions électriques. On voit ça avec toi, Vincent. Voilà, donc c'est sur les projets. Donc on a demandé au bureau d'études de faire la variante avec ascenseur quand il n'y en avait pas et sans ascenseur. On voit effectivement que sur les petites typologies de logements, on rapporte les consommations sur moins de logements. Donc l'impact commence à être vraiment important, notamment sur le CEP. On voit sur le 9 logements, c'est plus 13% sur le CEP. Donc les solutions électriques qui vont être très contraintes sur cet aspect-là, ça va encore les contraindre un peu plus. Là où les solutions hybrides vont être plutôt contraintes sur l'IC énergie, on voit qu'on est sur des niveaux de 3 à 2% qui sont acceptables pour nos solutions. Donc, il y aura moins d'impact là-dessus. Et le parking peut aussi en avoir un impact cumulé avec l'ascenseur, là où ça commence à faire, ça peut faire beaucoup pour des solutions individuelles électriques. Merci donc, à ne beaucoup. pas négliger dans la conception. Très bien, oui, c'est important de le préciser. Donc, merci Vincent. On arrive au terme de cette première partie, mais je te garde avec moi pour évoquer ensemble l'Observatoire des coûts piloté par les équipes de Cegipat. Bien que vous ayez déjà communiqué sur le sujet dans un précédent numéro de votre revue Vector Gaz,
excellente revue au passage. Nous avons souhaité rappeler les grandes tendances observées et on commence avec toi Vincent par la présentation de la démarche et du panel. Donc là, cette fois, tout à l'heure, on était en individuel. Là, on repasse sur les solutions collectives. Donc le reste de l'observatoire Sagibat, en fait, c'est 70 chiffrages qu'on a pu récupérer qui proviennent de 41 études, puisqu'à chaque fois dans les études, on a des solutions concurrentes. Donc avec des phases projets différentes, des fois au stade d'études, des fois au stade de réalisation, on a récupéré des chiffrages installateurs. Et donc voilà, sur diverses sources de chiffrage, fabricants, installateurs et bureaux d'études, toutes les zones climatiques sont représentées. Et puis au niveau des installations chiffrées, on voit qu'on a une majorité évidemment d'installations hybrides avec 52 à faire. Et si on passe à la slide suivante. La même chose sur le panel, l'état des lieux, on est à la fois en tertiaire rénovation avec une grosse majorité de tertiaire, résidentiel neuf, résidentiel rénovation, on a du chiffrage de l'hybridation chauffage seul, chauffage ECS, et puis on a aussi à souligner une part de packs OO, donc qui sont les packs géothermiques, dans nos chiffrages dans cet observatoire. Donc cet observatoire commence à être assez robuste. Et justement, par rapport à cet observatoire, une question qu'on vous pose à distance, que vous pouvez compléter, renseigner dans le chat. Quel est le coût moyen du kilowatt installé d'une chaudière collective à condensation seul, prix fourni posé? Je vous laisse réfléchir à la question, à l'énoncé, et puis à noter dans le chat. Et on vous donne la réponse dans 5 secondes avec Vincent. Je vous laisse pianoter. Je ne fais pas la petite musique d'accompagnement, mais le cœur y est. Attention, résultat. Vincent, je laisse commenter le résultat. Donc voilà, c'est un prix 88 € du kilowatt fourni, posé, installé, hors accessoires. Donc ça, c'est pour comparer, on va le voir, c'est pour comparer les prix avec les prix en pack. Donc c'était donc sur la slide suivante, on voit 88 €. C'est un prix moyen. En fonction des installations, de la taille des installations, effectivement, on va varier sur un prix qui peut Et après, vous avez voilà. la puissance, vous avez les coûts qui varient. Voilà, exactement, de 65 à 119 €, mais donc avec un coût moyen à 88 €. Et donc maintenant, si on fait le même exercice sur le prix de la PAC, une PAC collective seule, fournie, posée. On vous laisse réfléchir. Apparemment, Vincent, tu me piques mon travail. Tu co-animes ce webinaire de main de maître. Donc voilà, même question sur les packs collectifs seuls, fournis, posés. On vous laisse pianoter. Je vois que les modérateurs qui sont à côté de moi me font des petits signaux. Eh bien, écoutez, la réponse en direct. Vincent. Donc voilà, là cette fois, donc si on fait le même exercice, on est passé de 88 € à 480 € du kilowatt. Donc là encore une fois, il y a des variations apportées en fonction du fait qu'on soit en résidentiel ou en tertiaire, qu'on soit sur des packs RO ou packs OO, ou un coût moyen ou en réno, parce qu'en réno souvent on a des packs qui sont de plus forte puissance, donc avec des coûts moyens qui vont baisser. Mais ça permet de faire un ratio finalement entre puissance pack et puissance chaudière qui va de 1 à 4 voire 1 à 5, et qui permet aussi de comprendre pourquoi l'hybride a vraiment un intérêt à l'investissement, puisqu'on va retrouver ce ratio-là dans les chiffrages, et donc ça va vraiment être intéressant d'hybrider les solutions. Et on termine justement avec un graphe montrant les écarts de chiffrage sur le même projet entre une installation 100% PAC et une installation hybride. Voilà, donc là, c'est sur différents projets, logement, du tertiaire, sur différentes études, à chaque fois avec un cas chiffré en 100% gaz, un cas hybride et un 100% PAC. Et ce qu'on voit, ça doit être dans l'animation, c'est qu'on passe de entre 1,5 à 3 fois le prix, l'écart de prix entre une solution hybride et une solution PAC, à l'avantage de l'hybride, évidemment. Donc un vrai intérêt sur ces solutions-là en termes d'investissement. Alors c'est vrai que même si ce webinaire est plutôt axé résidentiel, on se sert quand même des enseignements tirés sur le marché du tertiaire, qu'il soit neuf ou existant. Merci beaucoup Vincent. Petite pause pour toi, pour mieux revenir par la suite. À présent, place au concret avec le partage d'une opération portée par les équipes de Nexity GFI, représentée aujourd'hui par Juliette Biget et accompagnée de Frédéric Ledivenat du bureau d'études Energis. On va commencer à regarder avec vous, Juliette, qui est Nexity GFI? Est-ce que vous pouvez nous présenter la structure rapidement? Alors, on vous entend, il faut mettre votre micro, Juliette, Pardon. Les aléas du direct. Donc, GFI est une filiale du groupe Nexity depuis une trentaine d'années. On compte 35 collaborateurs et on produit à peu près 1000 logements par an, que ce soit en accession libre ou en VFA social. Très bien, merci Juliette. Et je vous propose de poursuivre en présentant l'opération localisée à Carquefou. Donc oui, l'opération dont on vous parle aujourd'hui est située à Carquefou, qui est une commune à proximité immédiate de Nantes. Elle est au pied du golfe, d'où son appellation 9-18.
Très bien. Et est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'en est le projet à ce stade? Est-ce que les Oui. travaux ont commencé ou est-ce que vous pouvez nous en Donc dire? oui, les travaux ont commencé. Il y a 2 bâtiments qui sont clos couverts, 2 autres qui sont en fin de gros œuvre et les 4 autres bâtiments et maisons sont en cours de démarrage. Et donc là, vous voyez à l'écran, oui, d'ailleurs, vous pouvez Donc commander, Juliette. mmh, Voilà le plan la masse répartition. avec 141 logements, donc qui se répartissent avec 8 bâtiments R+2, R+3 et 8 maisons. Très bien. Et une dernière information sur l'esprit un peu du projet. Donc oui, c'est un projet, qui distingue par une architecture assez travaillée. C'est un point important à souligner, qui sera repris par Frédéric plus tard, parce qu'effectivement, en souhaitant, proposer, des animations de façade et des espaces extérieurs assez généreux, on se retrouve avec un bâtiment qui comporte des décrochés, des linéaires de balcons importants et donc, un bâtiment qui est peu compact et assez déperditif thermiquement. Et les autres particularités de l'opération sont que l'on mixe de l'habitat individuel et de l'habitat collectif et qu'il y a également, du logement en accession libre et du logement destiné à un bailleur social. Très bien, merci beaucoup Juliette pour la présentation de l'opération. Maintenant, on va rentrer, voilà, on a dit qu'il y avait 8 bâtiments dans l'opération, mais on va se concentrer plus précisément sur les bâtiments B, C et D, avec la mise en relation des prestations de ce type de bâtiment. Donc Donc, qui effectivement, les concerne- bâtiments BCD qui sont destinés à de l'accession libre regroupent 60 logements. On se voulait différenciant sur ces bâtiments-là en proposant un rooftop partagé, une salle de coworking et en adoptant une démarche, environnementale ambitieuse. Nos objectifs étaient d'atteindre, les seuils, carbone du label BBCA ainsi que, les seuils thermiques RE2020, seuil 2028 et des DPE de classe A sur, la totalité des logements. Très bien. Et vous pouvez nous expliquer, voilà, quel était l'objectif de cette recherche de performance? Est-ce que c'était une volonté de votre part ou est-ce que c'est les bailleurs ou la mairie qui vous a demandé d'avoir une Non, ambition c'était plus? plus, oui, une volonté de notre part. Très bien, merci beaucoup. Donc on le voit, une opération ambitieuse tant sur le plan architectural, où chaque logement dispose d'un espace extérieur, ambitieuse également sur le plan énergétique et environnemental par l'atteinte des seuils 2025 de la RE avec, avant le caractère obligatoire, pardon, puisque le PC a été déposé avant le 1er janvier 2025, et aussi l'ambition très forte d'obtenir l'étiquette A du DPE sur l'ensemble des logements, mais nous y reviendrons. On va donc démontrer, et en plus on démontre que le label BBCA et une solution hybride est compatible, c'est possible. Maintenant, si on s'arrête sur le mode constructif, quelles sont les prestations techniques des différents bâtiments? C'est des prestations assez classiques comme vous pouvez le voir à l'écran. On est sur l'isolation sous dalle en plancher bas. Les façades alors effectivement sur la slide, on avait marqué voile béton, isolation par l'intérieur avec des rupteurs au droit des balcons. En variante, entreprise, on est plutôt passé sur de la maçonnerie brique avec un isolant, intérieur un peu moindre, mais on garde le même résistance thermique, du complexe de façade. Et puis, on voit un peu les performances vitrage, portes, volets roulants qui sont assez standards, pour un projet de ce type. Donc là, ça veut dire que vous n'avez pas changé vos habitudes, votre mode Non, on pratique reste constructif. on reste dans nos standards. Très bien, très bien. Et côté système, si sur les autres bâtiments de l'opération, vous avez fait le choix de la solution chaudière gaz individuelle, vous avez étudié plusieurs solutions, tant individuelles que collectives, comme on le voit à l'écran. Donc voilà, vous avez testé Ouais, tout à différentes. fait. On a étudié 4 solutions énergétiques dans la zone géographique, donnée, de Carquefou. Donc, une première solution en pack, RO collective, donc qui gérait l'eau chaude et le chauffage. Une deuxième solution en pack hybride, gaz, donc qui est pareil, qui gérait chauffage et eau chaude. La troisième solution était, du chauffage effet Joule associé à du ballon thermodynamique sur extérieur individuel. Et la dernière solution, de l'effet Joule avec, pompe à chaleur collectif pour gérer l'eau chaude, uniquement. Très bien. Et après, là, il y avait une présence aussi d'un ascenseur et de parking dans chaque bâtiment. Tout à fait, oui.
Vous me disiez, très bien. Et du coup, et là, on en parlait un petit peu dans la première partie avec Vincent. Vous, chez Nexity GFI, quel est le seuil traditionnellement en vigueur pour passer d'un système individuel à un système collectif? Est-ce que vous avez un nombre de logements seuil à partir duquel vous basculez une Après, solution? oui, chaque cas est différent, mais on va se poser la question quand on commence à atteindre entre 50 et 60 logements sur un même bâtiment. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Juliette. Fort des caractéristiques bâti système, on va regarder avec vous, Frédéric, comment les différentes solutions se positionnent au regard du calcul réglementaire. Mais avant de vous donner la parole, Frédéric, en préparant ce webinaire, Juliette, vous m'avez rappelé que les équipes de GRDF en local vous avez accompagné sur la phase étude. En quoi a consisté justement cet accompagnement? Oui, effectivement, Nexity a un partenariat avec GRDF pour nous accompagner à l'aide d'une enveloppe financière sur des études comparatives comme on peut le voir là aujourd'hui, et puis aussi en nous apportant un support technique. Et en plus, ça vous permet de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire national sur la réglementation environnementale 2020. Du coup, Frédéric, à nous deux, et on commence par la présentation de la performance énergétique au regard du BBO et du CEP-NR. Voyons ce que donnent les résultats en commençant par les solutions collectives, 100% PAC d'une part et hybride d'autre part. Et je te laisse la parole, Frédéric. Donc effectivement, comme le disait Juliette, le bâtiment n'était pas forcément simple thermiquement parlant. Donc c'est là que c'est aussi intéressant de faire l'exercice de voir quelles sont les meilleures solutions, d'où l'intérêt de ce comparatif sur ces trois bâtiments. Effectivement, les deux sujets principaux énergétiques sont BVO et CEP, comme vous le savez tous. Les solutions collectives, euh, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des BVO trop performants, parce qu'ils sont limite de la norme, puisque les systèmes de génie climatique sont très très performants, eux, en particulier sur les gains de CEP-NR, comme vous pouvez le voir. Donc la PAC et la PAC 100% ELEC est bien sûr un peu plus performante, mais la PAC hybride a l'avantage de ne nécessiter aucune optimisation. Donc c'est de choix entre les deux. Pour l'instant, reste le suspense à venir. Très bien, merci Frédéric. Effectivement, le suspense est intense. Et justement, du coup, on va regarder justement les mêmes exercices sur les solutions individuelles. Et effectivement, dans ce type de bâtiment, on avait effectivement 60 logements, mais sur trois bâtiments. Donc, quand on a des bâtiments de 20 logements, ça peut être intéressant de réfléchir aux solutions effet joule, pardon, comme le disait Vincent tout à l'heure d'ailleurs. Donc, l'étude s'est positionnée aussi sur un système, on va dire, mixte, avec de l'effet joule sur la partie chauffage, donc individualisation. Et ensuite, on a couplé ça soit à du chauffe-eau thermo individuel, soit à de la PAC collective pour la production d'eau chaude sanitaire. Et là, vous pouvez voir les résultats, puisque dans le premier cas, sur la partie BBio, ben, c'est un peu ce que disait Vincent tout à l'heure. Vu la complexité du bâtiment, on avait besoin d'avoir un gain particulièrement fort, puisque 35%, ça commence à être des gains importants et donc des contraintes importantes. Et c'est pour ça qu'on a remis les optimisations par rapport au bâti que vous avez vu précédemment. Alors, Juliette l'a pas précisé, mais la solution brique finale qui a été choisie, c'était avec une brique R égale 1, d'où l'optimisation R égale 1,5 que vous pouvez constater ici. Ensuite, on a augmenté pas mal les performances sur d'autres sujets, mais surtout, on a rajouté la gestion automatisée des volets roulants et une perméa inférieure à 0,7 au lieu de 0,8, ce qui commence à être contraignant vis-à-vis de la plupart des clients promoteurs qu'on a. C'est une limite plutôt basse où il faut être vigilant puisque c'est le chantier qui va l'imposer. Et côté CEP, là encore, avec tout ça, on n'arrivait pas à atteindre le niveau de CEP puisque en solution effet joule lié au coefficient d'énergie primaire, c'est le CEP qui est dimensionnant sur les projets. Et donc, pour le rendre conforme, on a été obligé de rajouter encore un peu de photovoltaïque. Vous voyez que c'est entre 4 et 24 kilos. C'est vraiment en fonction des bâtiments qu'on a été obligé de rajouter tout ça. Donc, ouais, en plus, le photovoltaïque va impacter l'IC construction. Alors, même si on n'en parle pas aujourd'hui, c'est vrai que ça peut complexifier tout ça. Maintenant, si on compare les positionnements des solutions au regard de l'étiquette A du DPE, qui était l'objectif initial, est-ce qu'on atteint le fameux sésame pour l'ensemble des logements? On regarde ça avec toi, Frédéric. Eh bien, effectivement, on l'atteint, mais pas toujours, et pas forcément sur tous les logements. Donc, encore une fois, l'avantage des systèmes 100% collectifs, qu'ils soient hybrides ou en électrique, on atteint les 100% d'étiquette A sur les logements, donc ce qui était comme la contrainte de base, et donc l'objectif est atteint. En revanche, sur les solutions mixées avec une partie d'effet joule pour le chauffage individuel, la difficulté, c'est qu'en fonction des bâtiments, on a entre 60 et 80% des logements qui sont étiquette A, donc ce qui est plutôt très bien déjà. Mais ça nécessite commercialement de parler un peu différemment puisque il faut identifier ces logements et c'est un peu contraignant parce que l'étiquette B, la valorisation n'est pas forcément toujours la même à la vente.
Très bien, merci beaucoup Frédéric. Et du coup, là, du coup, vous avez fait le choix plutôt d'une solution collective, mais restez à arbitrer. Est-ce que ça allait partir en hybride ou est-ce que ça allait partir en 100% pack? Et du coup, on va tenter de départager ces deux solutions. Là, vous voyez un peu le descriptif des solutions techniques. Tu peux peut-être nous dire un petit mot, Frédéric, sur les différentes variantes que vous avez regardées. Oui, alors sur cette slide, l'idée c'est simplement de répertorier on va dire les deux typologies de systèmes qu'il peut y avoir, soit en 100% pack, soit en 100% hybride. Elle est un peu dense, mais ça permet de comprendre que soit on a en gros deux systèmes à chaque fois, soit on en a qu'un qui est régulé ou qui fonctionne avec de l'appoint. Donc là, c'est vraiment deux solutions techniques qui varient en fonction industrielle et qui du coup doivent être étudiées au cas par cas en fonction de la disponibilité des entreprises qui répondent. Et du coup, petite question pour vous deux, Juliette et Frédéric. Quand vous êtes en hybride, la chaudière, vous vous demandez est-ce qu'elle soit dimensionnée de quelle sorte? Est-ce que la chaudière doit couvrir 100% des besoins ou est-ce qu'il y a une variation? C'est quoi vos visions respectives? Dans le Juliette? cas présent, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en passant sur une puissance un peu plus importante, ça nous permettait d'assurer des besoins. Alors, certes, un fonctionnement un peu diminué, mais ça permettait de couvrir les besoins si jamais les pompes à chaleur tombaient en panne ou étaient en dysfonctionnement. Donc, on a fait le choix d'avoir une chaudière un peu plus puissante. Après, je pense que là-dessus, chaque cas est différent et il se regarde différemment. Merci Juliette. Et du coup, Frédéric, de ton côté bureau d'études, c'est quoi vos prescriptions généralement? Bah, objectivement, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que l'avantage de la solution hybride, c'est effectivement de viser cet aspect sécuritaire en termes de panne et de maintenance, etc. Et donc de surdimensionner un petit peu la chaudière, c'est quand même pertinent puisque les performances et le coût induit sont très très maîtrisés. Euh, autrement, en fait, on s'adapte aussi à nos promoteurs en fonction de ce qu'ils veulent, mais c'est un peu comme ça qu'on essaye de les guider par rapport à la pertinence de fonctionnement final. Du coup, j'ai une petite question dans le chat pour vous, Juliette. Vous me dites si on peut y répondre. Quel est le coût de travaux global de l'opération de Carquefou par mètre carré de Chab? Euh, est-ce qu'il y a eu un surcoût par rapport à cette opération, sachant que vous êtes sur les seuils 2028 de la RE? Est-ce qu'il y a eu une recherche de. Est-ce que voilà, il y a eu financièrement un surcoût occasionné? Forcément, il y a forcément un surcoût occasionné. Après, c'était aussi un positionnement commercial qu'on avait, enfin, très clairement. Donc, c'était aussi de proposer un produit de qualité pour coopter des clients. Donc, après, on en parlera un petit peu tout à l'heure de l'aspect coût par rapport à la solution pack hybride gaz, parce qu'effectivement, ça a pesé dans la balance. Mais effectivement, ça nous permettait à coût maîtrisé. Et sachant aussi qu'on avait une soixantaine de logements qui permettaient que la solution collective soit opportune, de maîtriser nos coûts. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. C'était une question en direct, donc vous l'avez prise et merci beaucoup d'y avoir répondu. On va regarder sur les différents critères pour justement arbitrer le choix hybride ou 100% pack avec toi, Frédéric. Et première différence, c'est l'impact à l'intérieur des logements. Voilà, on voit les différences et on le regarde avec toi, Frédéric. Alors là, en l'occurrence, oui, effectivement, on a fait le choix de faire un espèce d'entonnoir et de tableau qui va permettre de comparer les deux solutions et d'amener au choix final. Alors tu parlais d'intérieur logement, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt de globale conception intérieure du Ouais, bâtiment, mais le raisonnement est le même, oui, pardon. puisque non, pas de souci. Et en fonction des deux solutions, on a des contraintes techniques plus ou moins fortes, et la contrainte principale qu'on identifie sur les différences entre le 100% pack et l'hybride, c'est la disponibilité de l'extérieur, que ce soit en rez-de-chaussée ou sur une terrasse en toiture, en l'occurrence, qui est le cas sur ce projet. Puisque en fonction de la taille des packs, ben, forcément l'impact du besoin pour la mise en place des unités extérieures, il est plus ou moins grand. Et entre une solution 100% pack et une solution hybride, ben, il y a moins de puissance de pack sur une solution hybride, donc il y a moins de besoin de surface extérieure qui peut parfois être compliqué à trouver, puisque solution extérieure, on va parler après, mais va engendrer aussi des contraintes acoustiques. Pour ce qui est du local technique intérieur, pour le coup, lui, il est quasiment de la même taille. Bon, on va dire, on a grosso modo 30 mètres carrés dans ce cas, dans ce bâtiment, puisque si c'est pas la chaudière, c'est de la PAC. Donc, globalement, la contrainte technique intérieure est la même. Et puis après, les deux autres points, c'est les gains techniques liés à la PAC. Donc, du coup, pour le passage des réseaux, qui est la même là aussi, 2 ou 4, ça va dépendre de la puissance de la PAC essentiellement et du nombre d'unités. Et puis enfin, la petite contrainte côté gaz, c'est forcément d'amener les réseaux gaz et puis le conduit de cheminée qui va être obligé d'être intégré dans le bâtiment.
Merci beaucoup. Si on regarde maintenant la seconde différence, cette fois-ci à l'extérieur du bâtiment, pour voir un peu les conséquences. Alors, effectivement, sur les extérieurs, côté 100% PAC, l'incidence la plus forte et non des moindres, c'est dans la plupart des cas, pour pas dire tous les cas, parce que ça va arriver en fonction de la disponibilité Enedis, qu'on soit obligé de rajouter un transfo lié à la puissance, forte puissance des packs qui vont être mises en œuvre. Côté gaz, bah, la contrepartie, c'est forcément un coffret gaz en façade. Et côté acoustique, il y a quand même, dans tous les cas, avec les packs, faut être vigilant puisque les contraintes peuvent être assez fortes et en fonction de la zone où est positionné le bâtiment, elles peuvent être plus ou moins fortes. Mais plus les packs sont grosses et importantes, et plus la contrainte acoustique sera forte, donc forcément petit bémol sur la partie 100% pack par rapport à la solution hybride. Très bien, merci beaucoup Frédéric. On passe à la troisième différence, et maintenant c'est la différence liée sur le volet économique. Le fameux volet économique que tout le monde attend, et la question, on n'a pas tardé à fuser tout à l'heure, et c'est bien normal. Là, en l'occurrence, il y a deux sujets de notre point de vue de bureau d'études, et puis en échangeant avec Nexity, c'était aussi un sujet. C'est le premier point, donc c'est le deuxième qui apparaît sur la solution gaz, c'est effectivement le coût d'investissement, donc qui est plutôt sur ce projet de l'ordre de 20% inférieur. Donc c'est pas anodin quand même, à l'échelle d'un bâtiment de 60 logements, ça fait quand même un peu de gain à identifier. Mais il y a un deuxième sujet important qu'on parle peu, et de notre point de vue qui est important, c'est l'utilisateur final. Et là, en l'occurrence, on a des contraintes liées aux frais communs, puisque c'est de la 100% collective, donc c'est pour tout le monde. Et donc les abonnements liés au système peuvent être plus ou moins importants. Et là, en l'occurrence, on voit un écart d'environ 5 000 euros par an quand même, donc qui va peser de manière très forte sur les charges des copropriétaires. Puisque d'un côté, on a un tarif jaune plutôt élevé, entre 150 et 200 kVA sur la 100% PAC, qui est vraiment la puissance nécessaire, et côté hybride, qui est bien atténué. Donc, on passe quand même au tarif jaune, il y a la puissance 40-50, puisque la limite, c'est 36, mais c'est le premier cran, donc il reste tout à fait maîtrisé en termes de coût, d'où l'écart d'environ 5 000 euros par an, ce qui est quand même pas négligeable. Et surtout, le double abonnement n'est plus un sujet, n'est plus un problème. Et maintenant, si on regarde sur le coût d'exploitation, qui est un sujet fortement. Effectivement, donc sur le volet, alors c'est pas sur le coût, là pour le coup, c'est plutôt sur l'utilisation, parce qu'encore une fois, comme vous l'avez compris, de notre point de vue, c'est aussi l'utilisateur final, hein, le niveau de la construction, ça dure un temps donné plutôt court, et puis après, il y a les gens qui vont l'utiliser derrière. Donc il y a plusieurs sujets, donc effectivement, abonnement unique ou double abonnement, mais ça, à la limite, aujourd'hui, c'est quand même assez simple à réfléchir pour les futurs gestionnaires. L'entretien, qu'il soit une sous-station, que ce soit une chaufferie, il y aura toujours un entretien. Donc c'est à la limite, c'est un détail, il faudra toujours un prestataire pour ça. Là où ce qu'on disait tout à l'heure déjà, qui pour nous semble important, c'est un peu la pérennité du fonctionnement, disons cela comme ça. Si je remets rien en cause, bien entendu, sur le fonctionnement des deux systèmes, mais malgré tout, côté sur 100% PAC, le petit bémol, c'est que on n'a pas de secours sur le chauffage. Donc si la PAC chauffage ou la partie chauffage est en panne, il n'y a plus de chauffage. Donc si c'est l'été, tant mieux. Si c'est l'hiver, ça peut vite poser des problèmes quand même, avec du coup un fonctionnement, une maintenance qui est là plus ou moins rapide. Et là, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain parce que je ne maîtrise pas du tout ce sujet. Et quand même une résistance électrique sur le CS, mais qui dit résistance électrique dit un coût qui peut vite monter si ça dure longtemps le dysfonctionnement. Donc ça, c'est vraiment un des bémols du système. Côté solution hybride, Je me permets de Frédéric, il y a une question dans le dis-moi. chat justement sur vos solutions 100% PAC permettent-elles de produire de l'ECS à 65 degrés sans effet Joule, quel que soit le jour de l'année? C'était dans le chat. Alors la réponse est oui, il y a des systèmes qui fonctionnent comme ça, justement, c'est le principe. Donc oui, ça fonctionne à 65 degrés, et après il y a de la régulation pour faire soit le chauffage, soit le CS. Très bien, merci beaucoup. Et là, il y a Donc pour terminer sur une autre question vas-y. de nuisance sonore, tiens. Pour les packs RO, à quelle distance maximum peut-on déporter l'unité extérieure? Alors, c'est une très bonne question, mais je vais faire une réponse. Je vais botter en touche pour la simple raison que je ne suis pas acousticien, et que je n'ai pas la réponse sous les yeux sur ce programme, donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre. Mais par contre, je répondrai dessus avec plaisir dans la FAQ qu'on pourra faire par la suite si vous le souhaitez. Très bien, merci beaucoup. Tu ne te dérodes pas, c'est très agréable. Et du coup, on va faire le tableau pour départager un petit peu les deux solutions. Donc voilà, un peu sous forme de synthèse avec les points forts, les points d'amélioration et les talons d'Achille des différentes solutions que vous voyez à l'écran. Et du coup, ça permet un petit peu de synthétiser les résultats. Et moralité dans cette opération, c'est la solution hybride qui a été retenue avec du matériel Vaillant. Et justement, on a Vaillant qui est autour de la table par la présence de Séverine.
Est-ce que tu peux nous présenter, Séverine, la solution et mettre notamment l'accent sur la régulation, organe primordial dans le fonctionnement de la solution? Effectivement, la solution technique retenue, c'est un système double service. Alors, donc, elle est composée d'une cascade de 3 packs aérothermes plus 15 kg. Ce sont des packs monoblocs au R290. L'appoint est assuré par une chaudière murale gaz Ecotech plus de 120 kg. L'eau chaude sanitaire est stockée dans des ballons multi-énergie All-Store Plus et la distribution est assurée par le module instantané Aguaflow Plus. De par leur conception, les ballons Store Plus favorisent la stratification et ça permet d'améliorer les performances du système. L'ensemble est piloté par une régulation senso-confort qui permet de basculer d'une énergie à l'autre en fonction de la température extérieure ou des coûts des énergies. Très bien, merci. Et j'en profite pour te poser une question, Séverine, sur la pérennité des systèmes. Quelles différences on peut noter, alors même si Frédéric a commencé à y répondre, quelles sont les différences qu'on peut Oui. noter entre un système 100% PAC et un système hybride, vu du fabricant? Ouais, alors, vu du fabricant et lors des journées les plus froides, la chaudière sera sollicitée en appoint pour assurer le confort et optimiser les performances du système. Et de plus, les packs en cascade avec appoint diminuent fortement le nombre de cycles de fonctionnement des packs. Et en cas de maintenance, comme l'a précisé le bureau d'études, ou de panne, il y a toujours l'un des deux générateurs qui permet d'assurer la continuité du service. Ça, c'est très important, ce qui assure une usure plus lente de l'installation. Très bien, merci beaucoup Séverine pour ces précisions sur la solution technique de chez Vaillant. Juliette, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette opération? Donc pour ce projet, nous avons vu qu'il y avait plusieurs solutions techniques qui s'offraient à nous. Et compte tenu des contraintes du projet, les solutions de production collective permettaient d'atteindre nos objectifs énergétiques et carbone qu'on s'était fixés, soit les seuils RE2020, réglementation RE2020, seuil 2028 et des DPE de classe A pour la totalité des logements. On a souhaité opter pour la solution hybride pour trois grandes raisons principales. La première, c'est qu'elle permettait de faire une économie de coûts en fourniture et pose. La deuxième était qu'il y a un retour d'expérience et un savoir-faire quand même maîtrisé des entreprises qui opèrent dans le résidentiel sur de la chaufferie. Et donc, c'est des produits où ils avaient plus d'appétence à installer et à nous proposer. Et la dernière raison était qu'elle semblait nous apporter un fonctionnement sécurisé. C'est-à-dire que, si on en a parlé tout à l'heure, mais en cas de dysfonctionnement des packs, les chaudières permettront à minima d'assurer un apport d'eau chaude et de chauffage. Très bien, donc c'est un plébiscite pour l'hybride sur cette opération. C'est une solution que vous appréciez au final. Ben, effectivement, c'était vraiment la solution qui s'est dégagée, qui nous paraissait la plus opportune sur cette opération. Très bien, écoutez, merci beaucoup Juliette, merci beaucoup Frédéric pour cet exposé très clair et très concret. Regardons à présent avec toi Vincent ce que donnent les performances des installations hybrides dans la pratique. Puisque les équipes de Cegibat ont instrumenté plusieurs sites sur le territoire français, comme le montre cette carte. Et côté timing, on va accélérer un petit peu, Vincent, je suis désolé. Ouais. Donc, côté Cegibat, on va instrumenter d'ici la fin de l'année une vingtaine de sites, à la fois en résidentiel, en tertiaire, en neuf et en rénovation. On en a déjà une dizaine qui commencent à donner des informations qu'on a commencé à analyser. Et là, c'était pour vous partager rapidement les premiers règles qu'on peut avoir sur ces installations. Donc, sur la slide suivante, c'est par rapport au taux de couverture aujourd'hui qu'on peut constater sur La Rochelle, voilà. La Rochelle sur voilà. une résidence 600. Donc ça, c'est un focus. Voilà. La Rochelle, 15 logements, c'était pour montrer qu'avec les solutions hybrides, on l'a vu sur l'investissement, c'est intéressant, mais là, en fonctionnement réel, on voit qu'au niveau de la décarbonation, on est vraiment au rendez-vous, parce que là, sur une installation avec 15 kW de puissance PAC, 35 kg de puissance chaudière, on est à peu près sur un dimensionnement à 40%, comme on le préconise. Dans nos règles, on a un taux de couverture quand même qui est de 88%, et donc on voit avec un optimum technico-économique, on décarbone vraiment.
Sur le projet suivant, c'est le même constat. Donc, c'est Tretz. Là, cette fois, on est en rénovation. On est toujours sur des usages chauffage et ECS. Et donc, cette fois, avec une puissance PAC de dimensionnement autour de 20%, on est à 17%. Là, on a des taux de couverture de 62%. Donc, en termes d'optimum technico-économique et de décarbonation, on est vraiment sur des projets qui fonctionnent bien. Donc, c'est un peu le REX qu'on constate sur tous les projets. Là, pour l'instant, c'est ces deux-là qu'on vous présente, mais il y en a beaucoup qui arriveront d'ici la fin de l'année. Et si on regarde un petit peu les deux enseignements nouveaux, notamment sur le COP, que tu souhaitais partager, Vincent. Oui, bah, c'était un peu par rapport à une question sur le chat tout à l'heure. On voit on sait aujourd'hui que les pompes à chaleur, elles dépendent fortement de la température extérieure et de la température de départ. Donc là, on est sur des courbes théoriques. À gauche, on a l'évolution du COP en fonction de la température extérieure. Donc on voit qu'il peut passer de 2 à 6,5 en fonction de la température extérieure. Et puis à droite, on a l'impact de la température de départ qui peut varier de 5 à 2,5 en fonction de la température de départ si on est à 25 degrés et 60 degrés. Donc là, on est sur des courbes théoriques. Et ce qu'on voit là sur deux projets qu'on a mis en exergue, c'est les slides suivantes. Oui, alors ça, justement, je voulais faire une petite introduction parce que c'est un slide d'ingénieur que j'ai adoré. Il y en a toujours un dans nos webinaires, c'est celui-ci. Vincent, je vais commenter ce nuage de points. Donc là, on est sur une école à côté de Nantes. En fait, à gauche, on a l'évolution du COP en fonction de la température extérieure. Donc, on est à température de départ constante, donc c'est le nombre de points constatés sur l'année. Et donc, quand on trace une droite en régression linéaire, on voit que le COP, finalement, il varie pas tellement. Alors, on est sur des températures qui sont assez clémentes, puisqu'on est entre 2 et 18 degrés. Mais on voit que le COP il est autour de 4, alors que quand on fait le même graphique en fonction, cette fois, de la température de départ, donc qui va évoluer entre 30 et 65 degrés, on voit vraiment que la pente de la droite, cette fois de la même droite, elle descend, et que le COP varie fortement en fonction de la température de départ, entre 5 et 3, donc que finalement, l'impact de la température de départ est plus important, là, sur ce cas-là, que la température extérieure. Et c'est ce qu'on confirme aussi sur l'autre projet TRETS dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si on prend à isotempérature extérieure, à peu près entre le mois de juin et le mois d'août, on est à Tretz, donc à côté d'Aix-en-Provence. On a une température moyenne qui est supérieure à 20 degrés. On voit bien sur la période où on avait une consigne de température à 65 degrés, on avait un COP à 3,05. Le fait de diminuer cette consigne de température à 50 degrés, on passe sur un COP de 4. Donc on gagne 1 point de COP en diminuant les consignes de température extérieure. Et oui, les packs peuvent savoir faire du 65 degrés, alors peut-être pas non plus à toute température extérieure, à moins 15 degrés, elles n'en sont pas capables. Mais il y a un vrai intérêt à diminuer les températures de consigne sur les packs pour aller chercher plus de performance. Et donc c'est là tout l'intérêt de l'hybridation qui va permettre de faire ça. Et c'est tout l'intérêt aussi des instrumentations parce que vous pouvez améliorer vos paramétrages, vous pouvez aussi améliorer les dimensionnements. Et c'est vrai que c'est une chance de pouvoir faire ce type d'instrumentation. Et du coup, s'il y avait une morale à retenir de toute cette séquence sur l'instrumentation, effectivement, c'est que l'association, enfin, avoir un bon COP, c'est intéressant, mais il faut qu'il le soit sur l'ensemble de l'année. Et donc, c'est l'association du COP et du taux de couverture qui fera qu'on aura une performance de l'installation qui sera optimum. Et effectivement, comme tu l'as dit, et ça, c'est vraiment l'instrumentation aujourd'hui qui nous permet d'optimiser les installations qu'on suit et de prouver que l'hybridation a tout son sens. Merci beaucoup, Vincent. On a récupéré 2 minutes dans le timing. Et donc, du coup, on va parler, parce que quand on nous parle d'hybride, on nous parle souvent quid de la maintenance. Et justement, les équipes de GRDF ont lancé une étude avec le bureau d'études eCube pour instruire le sujet. Et on va voir tout ça avec Stéphanie. Mais pour savoir de quoi on parle et rentrer progressivement dans le sujet, Stéphanie, tu voulais nous rappeler comment était finalement chiffré le prix du contrat dit P2. Stéphanie, c'est à toi. Oui. Peut-être une précision en préambule. Donc, c'est effectivement une étude qu'on a confiée au cabinet eCube, qui du coup a réalisé une trentaine d'interviews d'acteurs de la maintenance, essentiellement des mainteneurs situés un peu partout en France, des mainteneurs nationaux, régionaux, locaux. Et c'est une étude qui est toujours en cours. Elle n'est pas finalisée. Là, l'idée, c'est vraiment de vous présenter les premières tendances, puis on aura l'occasion de vous présenter la totalité de l'étude à l'occasion d'une prochaine prise de parole de GRDF. Alors, effectivement, ici, vous voyez dans le slide un premier élément à partager sur ce qui détermine le coût de maintenance dans le contrat P2. Alors, contrat P2, c'est tout ce qui va traiter de la maintenance préventive et corrective. Et il y a 3 grandes briques, en fait, qui vont jouer sur le prix de maintenance. Il y a la brique main-d'œuvre, qui va dépendre de la durée annuelle d'intervention et du taux horaire du mainteneur. Il y a la partie matérielle qui va être impactée par les consommables à recharger, les pièces à changer. Et puis après, les inspections
inspections réglementaires obligatoires qui sont faites par les bureaux de contrôle à des fréquences entre 5 et 6 ans en fonction du type d'inspection et qui peuvent être soit directement traitées en direct par le client, soit inclus dans le prix de maintenance. Dans ces cas-là, évidemment, il y a une marge qui s'applique de la part du mainteneur. Et tout ça fait l'ensemble du prix de maintenance dans le contrat P2, en tout cas la structure. Merci beaucoup Stéphanie pour cette précision. Et c'est vrai que comme l'hybride est en train d'émerger sur le marché et qu'on a peu de solutions hybrides qui sont déjà en fonctionnement, c'est pour ça qu'on a peu de retours sur les coûts de maintenance et c'est pour ça qu'on vous tiendra au courant régulièrement des résultats de l'étude. Si on regarde maintenant un petit peu les différents taux horaires constatés en France, est-ce que tu peux nous en dire plus, Stéphanie, sur cette carte? Oui, alors effectivement, c'est encore une fois, c'est vraiment le retour suite aux interviews réalisées par l'équipe sur cette trentaine d'acteurs de la maintenance. Ce qui ressort en moyenne, c'est que le taux horaire des techniciens frigoristes est en moyenne de 70 € de l'heure à la moyenne nationale. C'est plus cher que le taux d'un technicien chauffagiste, c'est légèrement plus cher. Et puis on voit là, c'est ce qui est affiché sur la carte, il y a finalement des disparités en fonction des zones géographiques. On voit que le 70 est une moyenne, mais que sur certaines régions en province, ça va être un peu moins cher. Et puis on voit qu'en Île-de-France, c'est plus cher. Bon, ça suit globalement le coût de la vie et puis les disparités géographiques de salaire. Puis on espère qu'avec la maîtrise, les coûts vont baisser. Autre constat que tu souhaitais partager, c'est l'évolution du coût en fonction du nombre d'équipements. Oui, tout à fait. C'est un autre enseignement pour l'instant qui ressort de ces premiers enseignements de l'étude, c'est que finalement le coût de maintenance, il va beaucoup dépendre du nombre de générateurs installés. Et ce qui ressort, c'est que finalement le coût de maintenance d'une PAC hybride, il va être supérieur à celui à puissance égale à celui d'un seul module PAC. Mais inférieur à 2 ou plus modules PAC. Ça, c'est lié au fait que le temps de maintenance sur une chaudière est inférieur à celui d'une pompe à chaleur en moyenne. Et donc, finalement, le fait d'associer une PAC et une chaudière permet de gagner sur le temps de maintenance. En gros, l'étude montre, en tout cas, les mainteneurs interrogés estiment en gros qu'ils passent 50% plus de temps de maintenance sur un module PAC que sur un module chaudière, sur une chaudière. Très bien, c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent d'avoir ces ordres de grandeur. Maintenant, si on s'intéresse au contrat dit P3, quelles sont les grandes tendances? Alors, pour rappel, contrat P3, c'est garantie totale, c'est-à-dire c'est le P2, maintenance corrective et préventive, à laquelle on rajoute le remplacement du système quand il va tomber en panne, quand il va arriver en fin de vie. L'étude ICUBE et les interviews montrent que finalement il y a 4 grandes briques qui vont jouer sur le chiffrage de ce contrat P3. Il y a les entretiens passés sur l'installation, c'est-à-dire est-ce que avant que le mainteneur reprenne l'installation, elle a été bien entretenue. Il y a les carnets qui vont bien, CVC, PAC, chaudière, voilà. Et le mainteneur, visiblement, c'est un point qui est déterminant. Il peut faire le choix de ne pas entretenir une installation s'il juge qu'elle a été mal entretenue auparavant, qu'il n'a pas les informations. Un autre point qui est déterminant, c'est la durée de vie de l'installation. Alors là, on le comprend bien dans le cas du contrat P3, puisque ça inclut le renouvellement de l'équipement. Et donc, évidemment, on comprend bien que plus l'équipement va avoir une durée de vie importante, plus les grosses casses matérielles vont intervenir en fin de contrat, voire après l'échéance du contrat. Donc, il y a tout intérêt, évidemment, à avoir des équipements qui ont des durées de vie les plus longues possibles. Ce qui sort des interviews, c'est que finalement, la durée de vie d'une chaudière est supérieure à celle d'une PAC. Ce que disent les mainteneurs, c'est qu'en moyenne, une PAC, c'est 10-15 ans de durée de vie, là où les chaudières, c'est au moins 20 ans. Et après, les deux autres paramètres qui vont jouer, c'est l'âge de l'installation. Là, on comprend aussi assez facilement, finalement, la vétusté. Un peu comme les humains, finalement. C'est ça. La vétusté, en fait, elle va évidemment impacter sur la casse matérielle, donc évidemment le coût de la maintenance. Et puis après, le coût de l'installation en tant que tel, et qui repose aussi beaucoup sur le retour d'expérience des mainteneurs. Et si Vincent peut remettre son micro, je voulais le faire témoigner, je sais que tu avais un retour terrain sur la durée de vie des PAC, finalement, et le nombre de cyclages, parce que c'est vrai que plus une PAC cycle, plus elle grignote des cycles, et du coup, une PAC, ça a une durée de vie par rapport au nombre de cyclages. Oui, effectivement, on est sur 40 000 cycles sur la durée de vie du compresseur, et plus on va le solliciter, plus la durée de vie va diminuer de la PAC. Ouais. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Très intéressant. Du coup, on va regarder maintenant, tu en as parlé un petit peu, Stéphanie, dans ton introduction, c'est l'impact pas du tout anodin des points de contrôle, des inspections réglementaires, surtout pour les puissances de PAC supérieures à 70 kg.
Oui, ça c'est aussi un point qui ressort finalement de l'étude, c'est que il y a des inspections réglementaires obligatoires qui sont effectuées par les organismes de contrôle, notamment pour les installations de PAC qui dépassent une puissance de 70 kW, où du coup l'inspection va consister à faire, à vérifier le dimensionnement, à regarder qu'il y a bien une présence d'une régulation automatique, à faire des recommandations sur les économies d'énergie, sur le bon usage de la solution. Cette inspection, elle doit être faite tous les 5 ans. Alors, le coût de cette inspection varie fortement en fonction selon les bureaux de contrôle qui ont été interrogés par ICUBE. Ça varie entre 500 à 3000 euros. Ça ne dépend pas forcément du nombre de générateurs inspectés, mais plutôt la taille totale d'installation et les conditions d'accès. Et les prix là qu'on affiche, ce sont ceux qui sont directement proposés par les bureaux de contrôle, mais si le mainteneur le facture au client, évidemment, il applique une marge qui peut parfois doubler ce prix-là. L'enseignement qu'on en tire qui peut être intéressant, c'est qu'avec une pompe à chaleur hybride où on optimise la puissance de la PAC, on peut, dans pas mal de cas, se retrouver en dessous de ce seuil de 70 kW qui permet de s'affranchir finalement de ce coût supplémentaire d'inspection alimentaire. Ce qui n'est pas neutre par les temps qui courent. Donc l'étude n'est pas terminée, on vous tiendra informé régulièrement des conclusions au fur et à mesure, donc restez connectés sur les réseaux GRDF. On va maintenant voyager dans le temps avec Stéphanie, car on va parler roadmap produit et la vision qu'a GRDF sur l'avenir et le développement des solutions gaz avec cette frise chronologique. Effectivement, donc c'est prêté à l'exercice de réaliser une feuille de route qui présente la vision GRDF du déploiement des technologies gaz dans le bâtiment pour répondre aux grands enjeux à horizon 2050. Donc c'est évidemment un exercice prospectif. On se projette dans le temps à partir des hypothèses actuelles, et donc cet exercice sera évidemment amené à être mis à jour régulièrement. Ici, ce que vous voyez, c'est en abscisse, on a le temps, 2020, 2030, 2040, 2050. En ordonnée, on a la part des solutions gaz dans le parc de logements chauffés au gaz. Donc, c'est finalement la proportion dans le parc. Donc, on montre en fait notre vision de la déformation du parc de logements chauffés au gaz. On est ici au périmètre résidentiel. Ce qu'on voit, c'est que... neuf et rénové, du coup. Neuf et rénové, tout à fait. Là, ce qu'on voit, c'est les solutions traditionnelles, chaudière standard, basse température, on les voit progressivement remplacées par des technologies plus performantes qui vont du coup plus décarboner, comme la chaudière THPE, qui garde d'ailleurs une part relativement importante à horizon 2050. Et c'est logique, ça fait sens, puisque à cet horizon-là, le réseau gaz sera 100% vert, donc la solution sera neutre en carbone. On voit aussi que finalement, avec un besoin de décarbonation qui s'accroît rapidement, on voit se déployer les solutions hybrides gaz-élec, alors avec la pompe à chaleur hybride, dont on a beaucoup parlé, mais on imagine aussi d'autres formes d'hybridation avec le vecteur électricité. Là, l'idée, c'est qu'on substitue une partie des consommations de gaz par de l'électricité qui est vue comme bas carbone, donc avec des solutions qui hybrident sur l'usage chauffage, sur l'usage eau chaude ou sur les deux usages. Et puis, on n'oublie pas les couplages gaz-ENR, qui est la partie en jaune, auquel on croit, parce que demain, si l'énergie devient de plus en plus rare et chère, il y aura un intérêt à substituer une partie des consommations par des énergies d'origine renouvelable. Donc, c'est le cas de toutes les solutions qui apparaissent dans la brique en jaune. Et voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, le solaire thermique n'est pas reconnu dans la RE de 2020, donc c'est... Il n'est pas valorisé à sa juste valeur. Il faut qu'on y travaille. À date, les projets sont plus compliqués pour être choisis, mais pour autant, ce sont des solutions qui apportent un bon niveau de décarbonation, et donc on espère qu'elles prendront leur place dans le résidentiel. Merci beaucoup. Question de timing, je me permets de te couper la parole pour glisser un petit mot sur l'appel à projet. Vous avez peut-être vu l'information sur les réseaux de GRDF, un appel à projet sur une PAC hybride individuelle sans unité extérieure. Et Stéphanie, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots rapidement? Très rapide. Effectivement, vous l'avez compris, on croit beaucoup aux PAC hybrides. Néanmoins, aujourd'hui, les PAC hybrides qui sont disponibles sur le marché, elles ont une unité extérieure qui est assez volumineuse, ainsi qu'une unité intérieure qui est également aussi volumineuse. C'est tout à fait le cas également des PAC tout élec. Parce qu'en fait, ces produits ont plutôt été designés pour le marché de la maison. Là, l'idée, c'est finalement, à travers cet appel à projet, d'accélérer l'arrivée sur le marché français de pompes à chaleur hybrides sans unité extérieure, ultra compactes, murales, notamment pour adresser les appartements équipés d'une chaudière murale gaz. Alors, notre cible marché, c'est des appartements existants
mais aussi neufs. Et puis, le cahier des charges, hein, c'est d'avoir un produit le plus compact possible, pensé pour faciliter les opérations d'installation de maintenance, tout en étant évidemment performant et bas carbone, et avec une logique d'optimiser également les coûts. Donc, on a lancé cet appel à projet en partenariat avec Coenov, l'AICVF, Union sociale pour l'habitat et CGPAT. Et les lauréats. Hop. Je n'arrive pas à passer le slide, Maxime, si tu peux m'aider. Le clic ne clique plus. Si Maxime, à la réalisation, tu peux me passer le slide, parce que ça ne marche pas. Là, nous avons une belle... il a planté. Alors écoutez, les lauréats sont, on peut le faire peut-être à l'oral. Tout à fait. Donc on a élu 3 lauréats. Donc pour info, la période d'appel à projet, je crois que je ne l'ai pas dit, c'était du 31 janvier au 23 mars. Et donc on est content parce qu'on a eu pas mal de dossiers déposés, des dossiers très prometteurs. Et parmi l'ensemble des dossiers déposés, on a élu donc 3 lauréats. Vous les avez à l'écran, du coup, c'est revenu. De Dietrich, Ariston et Imergaz. Certains sont plus avancés que d'autres dans le développement de ces prototypes et de ces concepts et pour une arrivée sur le marché qui pourrait être en 2027, en tout cas certains l'annoncent. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Il est midi tout pile, on va faire la conclusion avec Gaëtan. Merci beaucoup à tous et je reprendrai la parole pour vous donner quelques informations. Gaëtan, c'est à toi. Merci tout d'abord aux intervenants pour la qualité de leur présentation. Alors, je retiens 2 choses qui nous ont été présentées de ce webinaire. Finalement, la première, c'est que depuis les webinaires qui ont été organisés sur la RE 2020, finalement, on constate que la fac hybride n'est plus, en plus d'être une solution de bon sens, est aujourd'hui une solution qui fait référence. Donc, on l'a vu avec des projets qui montrent toute la pertinence de la solution en collectif, en individuel, notamment avec le projet de Carrefour pour le collectif. Et aussi, on voit une solution qui se développe massivement. Donc, on était à 10 000 logements en 2024 qui avaient bénéficié d'une PAC hybride. Cette année, on va doubler ce chiffre. Alors, on va plutôt être à 20 000 en 2025. On voit un développement rapide de la PAC hybride. Et finalement, ce qui explique ce développement rapide, c'est qu'on est sur une solution de décarbonation à coût maîtrisé. On l'a vu à travers l'observatoire des coûts de CGBAT, avec des réductions d'investissement par rapport à la PAC 100% élect de 1,25 à 3 fois. Et également sur la facture. Voilà, l'exemple de Carrefour était là aussi assez probant, avec la réduction de la facture, donc de 5 000 euros. Donc voilà, c'est vraiment des éléments importants. Et ce qu'on observe aussi, c'est que finalement, à travers les questions d'instrumentation et de pilotage des systèmes hybrides, on voit qu'il y a encore des gains d'optimisation à aller chercher. Voilà. Et vous avez vu aussi qu'on ne va pas s'arrêter là, voilà, à travers ce qu'on vient de vous présenter à l'instant. Donc, on a un panel de solutions aujourd'hui qui est assez dense et on va continuer à l'enrichir. Et donc, notamment à travers cet appel à projet sur la PAC hybride sans unité extérieure, donc qui viendra bientôt compléter le panel des solutions à disposition. Et donc, voilà, on sera amené à organiser régulièrement d'autres webinaires pour présenter finalement l'évolution de ces innovations. Et de toute façon, vous avez déjà d'ores et maintenant de la bibliographie que vous pouvez consulter sur le sujet. Et aussi, très important, on est toujours là pour échanger avec vous sur l'adaptation de solutions sur vos projets, donc à travers les études de dimensionnement. Et aussi, donc, on va avoir l'occasion de se revoir prochainement à travers les nombreux congrès, notamment, je pense au congrès HLM, et aussi CAD, donc, qui vont avoir lieu à la rentrée prochaine. Donc, merci aux intervenants, puis merci aussi, bien sûr, aux différents participants de votre présence et de votre participation. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions dans le chat. Donc, voilà, donc c'est très bien. Et on a hâte de pouvoir échanger prochainement avec vous sur une solution hybride. Justement, pour éviter toute frustration, je reprécise, on rédigera une foire aux questions pour répondre à l'ensemble des questions. Moi, je remercie tous les intervenants, effectivement, Juliette, Stéphanie, Frédéric, Vincent et Gaëtan. Je remercie aussi Maxime à la réalisation et le binôme Antoine et Victor à la modération. Je vous souhaite un excellent été. Pensez à vous hydrater et à très bientôt. Au revoir.